8 suites, terminé. Bien. Bien reçu. Reçu. Qui appelle 379, je vous écoute. Oui, vous allez voir. Toujours rien. L'entrée carrossable dans le 98. Bravo. Kilo 93. Terminé. Confirmé, terminé. 6 voitures 52. Secteur 7 contrôlé. Je demande l'horaire. Je rentre. Confirmé, terminé. Non. Vous oubliez l'horaire. Vous continuez. Vous contrôlez tous les véhicules un par un. Et à vous. Reçu. Engin qui appelle 379, je vous écoute. Oui, vous allez voir pour une entrée carrossable dans le 98 10 kilo 93. Serait 75. Appel au quartier général. Patrouille 25 appelle le quartier général. Quartier général, j'écoute. Recevez. Oui. Quartier général à patrouille 25. Parlez. Âge apparent, 50 ans, les yeux bruns, forte corpulence. Je présume qu'il s'agit de l'américain Philip Michael Santoré. Les cheveux blancs sont imprégnés d'une substance colorante par teinture. Il est dans une voiture signalée volée hier. Il s'agit de la Cadillac 251 798. Anthony? You found him? Yes. Dead? Dead. I must inform the government. Call the ambassador, Terry. Deuxième projectile, 9 mm, avec chemise de cuivre.
Orifice d'entrée dans l'abdomen, côté gauche. Trajectoire ascendante et légèrement oblique, touchant l'intestin, l'estomac, le diaphragme, le cœur, ventricule droit, l'aorte. A signalé une blessure antérieure au décès, mais très récente. Blessure d'arme courte, parfaitement soignée. Cicatrisation avancée. La Chambre a été convoquée avec la procédure d'urgence pour examiner le projet de loi décrétant une journée de deuil national. Députés présents, 103. Députés absents avec justification, 12. Députés absents sans justification, 32. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Le gouvernement propose au Parlement le décret suivant. Article 1er. Le deuil national est décrété pour aujourd'hui, en raison de la mort de Philippe Michael Santor, fonctionnaire de l'AID et citoyen des États-Unis. En conséquence, les services publics, les écoles, les banques et la bourse doivent cesser toute activité. Article 2. Les funérailles seront célébrées aux frais de l'État. Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité. La présidence invite l'Assemblée à observer 1 minute de silence en hommage à Monsieur Philippe Michael Santore. Quand tout à coup, 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent: Jean de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui vient d'être enlevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous avez vu partir. Mesdames, Messieurs, nous vous parlons en direct de la cathédrale où est célébrée en ce moment une messe funéraire pour la mort de Philippe Michael Santore. Écrasée par la douleur, Madame Santore est entourée de ses enfants les plus âgés. Les plus jeunes ne savent pas encore que leur papa est mort. Assiste à cette cérémonie le Conseil des ministres, les chefs de toutes les forces armées du pays, ainsi que tout le corps diplomatique. Il est désagréable de remarquer que les places réservées aux recteurs et au corps universitaire sont restées vides. Nous nous attendions à ce que l'archevêque prononce l'oraison funèbre, mais nous voyons maintenant que c'est le nonce apostolique qui le remplace. L'archevêque n'est pas présent à cette cérémonie. Nous implorons le repos éternel pour celui qui fut un mari et un père aimant. Nous implorons l'éternelle récompense pour celui qui fut une victime innocente et sacrifiée. Philippe Michael Santore connaissait la misère et il a consacré sa vie à la combattre. Et il a réussi à sauver beaucoup de jeunes et il en a fait des citoyens corrects. The hookworm feeds on substances that can be found in human blood. With its teeth, it tears away at the intestine, which causes in the carrier a continued hemorrhage. His stamina weakens, leaving him exposed to all other sicknesses. Unavoidably, he dies. Well, you don't need to look so worried. After all, there's hardly any chance of your being affected by this parasite. The main cause of this ailment is obviously malnutrition. You know, you'll be living in big cities. You'll be eating good, healthy, nourishing food. You'll be drinking bottled water and so on. And I do advise you, above all, to shop in the PX. You see, you'll be very privileged. We, as well as our husbands, are supposed to stand for our civilization, for our ideals, and for our way of life. It's not always easy. Some of these countries are difficult and often hostile. C'est ainsi qu'il fut victime du terrorisme et de la violence, de ce déchaînement soudain et meurtrier de la violence, de cette furie aveugle et homicide qui, de nouveau, depuis lundi dernier, s'est abattue sur notre communauté.
voiture, s'il vous plaît. Venez avec nous. Vite. Madame, s'il vous plaît. Oui? Mais qu'est-ce que vous faites? Tout pas ma rose. Nous avons besoin de votre voiture. Nous sommes armés. Ouvrez la portière. Une expropriation. Pousse-toi. Oh non, c'est pas vrai. Encore? Ah, parce qu'on vous a déjà... Oui, on m'a déjà. Pour le vol de la banque Chaise Manhattan. L'expropriation. Et aujourd'hui, c'est pourquoi? Vous saurez demain, par les journaux. Nous aussi, d'ailleurs. Police, nous avons besoin de votre voiture. Bien, monsieur. On a besoin de la camionnette pour un petit travail. Fais pas d'histoire et roule. Tupamaros? Pas besoin de ce truc-là avec moi. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je suis pas du tout d'accord avec vos méthodes. Politiquement parlant. Et dans la pratique, en ce moment. Par où on va? Par là ou par là? Par là. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Pour aller déclarer le vol à la police. Et la camionnette? La police la retrouvera aujourd'hui ou demain, vous savez bien. On va faire un tour. Oui, je sais. On se promène une petite demi-heure et après je vous dénonce à la police. Attention, il n'y a pas beaucoup de frein. Faut pomper. Et la deuxième passe mal.
les clés. Merde. Qu'est-ce que c'est? Compagnie du téléphone. Le voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Va voir. Ils sont juste devant. Allongez-vous. Ce n'est pas nécessaire. Il le faut. Je peux très bien marcher. Nous préférons pas. C'est pour votre sécurité, n'est-ce pas? Exactement.
opinion sur ce rap? Quelle est la réaction des États-Unis, monsieur le ministre? Une déclaration faite sur ce qu'on peut considérer comme une honte pour le pays. Monsieur le ministre, pensez-vous que les terroristes vont demander une rançon? Ou bien comme au Brésil, la libération des prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques dans notre pays. Il n'y a que des criminels de droit commun qui volent des banques, des voitures, tuent des policiers et enlèvent les honnêtes gens. Photo, monsieur le ministre. Ne croyez-vous pas que les terroristes ont bénéficié d'énormes complicités? Est-il vrai que le Brésil masse ses troupes à nos frontières? Est-ce une coïncidence? Un communiqué officiel répondra à toutes ces questions. Matinée qui s'est achevée par l'enlèvement de messieurs Fernando Campos, consul du Brésil, Anthony Lee, secrétaire de l'ambassade des États-Unis, et Philippe Michael Santore, citoyen des États-Unis et fonctionnaire de l'AID dans notre pays. Monsieur Anthony Lee a réussi à s'échapper. Avez-vous des questions? Croyez-vous que le gouvernement, et en particulier le ministère de l'Intérieur, va prendre les mesures nécessaires pour faire face à une situation qui dure déjà depuis 6 ans et qui désormais est devenue insupportable? Insupportable pour le gouvernement. Insupportable pour le pays. C'est le gouvernement qui est insupportable pour le pays. Il existe la loi des pouvoirs exceptionnels, votée par le Parlement, en accord avec l'article 168 de la Constitution. Mais elle devait durer 60 jours et c'est dans ces conditions qu'elle a été votée. Les 60 jours sont passés depuis plus de 2 ans. Cette loi continue d'être l'instrument avec lequel le gouvernement affronte la situation avec responsabilité. D'après votre communiqué, il apparaît que les Tupamaros... L'usage de ce mot est interdit par la loi. Notre pays vous offre l'hospitalité. Veuillez respecter ces lois. Nous, on les nomme les innommables, monsieur. Ce sont des terroristes. Excusez-moi. Je voulais seulement dire que, d'après votre communiqué, près d'une centaine de ces innommables auraient pris part à l'opération. Or, tous les renseignements, tous les témoignages parlent d'un maximum de 10 pour chaque enlèvement. 10 fois 3, 30. Quel était le rôle de 70 autres? C'est pas seulement une question technique, mais ce concerne aussi l'ampleur, c'est-à-dire l'incidence politique de l'organisation. Je ne vois pas comment des droits communs pourraient avoir une quelconque influence politique. Je vous en prie, monsieur Lucas. Ces terroristes ont tenté d'enlever le deuxième secrétaire de l'ambassade américaine. Et cela a un sens, de leur point de vue évidemment. De même, l'enlèvement du consul du Brésil correspond à une certaine logique, mais ce Mr. Santore, Philippe Michael Santore, pourquoi? Ce n'est pas un personnage officiel. Personne, en aucune façon, ne saurait lui imputer des responsabilités directes ou indirectes. Personne parmi nous ne connaissait son existence. Alors, qui est vraiment ce Mr. Santore? Et que faisait-il dans notre pays? Monsieur Philip Michael Santore est un des fonctionnaires de notre agence. Quelles sont exactement ces fonctions? Eh bien, nos activités sont multiples. Nous intervenons dans les divers secteurs de l'industrie, là où elle existe. Nous nous intéressons à l'agriculture, à l'industrie minière, à l'éducation, à l'industrie forestière et à la recherche scientifique. En Amérique latine, nos activités s'exercent dans le cadre de l'Alliance pour le progrès. Mais nous intervenons aussi dans tous les pays du monde libre qui souhaitent recevoir l'assistance économique et technique des États-Unis. Évidemment, des techniciens de l'Amérique du Nord. Oui, la majorité, en effet, car ils possèdent les qualifications nécessaires. Mais n'oubliez pas que la formation des cadres locaux fait aussi partie de notre programme. En fait, ça permet à un gouvernement étranger d'avoir un œil un peu partout dans le pays, de connaître ses ressources, ses richesses. Comment connaître vos problèmes sans l'aide des spécialistes? Et comment vous aider à les résoudre sans les connaître, ces problèmes? Moi, je dirais plutôt le contraire. C'est-à-dire? C'est un détail. Mais ce sont les États-Unis qui ont besoin d'assistance, plutôt que les autres pays. C'est tout au moins ainsi que je verrai les choses. Le goût du paradoxe. De la précision. Que ce soit en buvant de la bière, en avalant de l'aspirine, en se brossant les dents, en faisant cuire sa nourriture dans une casserole d'aluminium, en utilisant un frigo ou en chauffant une pièce. Tous les jours, chaque citoyen de mon pays contribue au développement de votre économie. Cette contribution prend toute sa signification quand on entre dans le domaine militaire. Mais inutile de vous faire perdre votre temps, nous parlions de ce monsieur, ce Mr.
Santore. Cette question de l'assistance, il faudra que nous y revenions un jour. Pour en finir une fois pour toutes. Entièrement d'accord. Alors, ce mystère Santore, quelles étaient ses fonctions à l'AID? Dans quel genre d'activité était-il spécialisé? Dans les communications, c'était un spécialiste, un expert. C'est lui. C'est lui. C'est quand l'Alliance pour le Progrès a remis 300 voitures de patrouille à la police, non? Oui. Et alors, comme ça, vous vous occupez aussi de notre police? Il existe un accord officiel entre nos deux gouvernements. Oui, bien sûr. Oui. Et Mr. Santore travaillait ici, dans cet immeuble? Non. L'AID dispose d'un local à la préfecture de police. L'AID collabore avec notre police pour l'amélioration des divers secteurs de l'ordre public, pour la sécurité en matière de circulation, pour les communications dans les cas urgents et d'autres problèmes administratifs. Et ce Mr. Santore, ça fait 1 an qu'il travaillait ici, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Et avant, il est venu des États-Unis? Non, il a été dans d'autres pays d'Amérique latine. Toujours pour le compte de l'AID? Oui, en qualité d'expert en communication. Vous connaissez ces pays? Pardon? Est-ce que vous connaissez ces pays d'Amérique latine? Je crois, entre autres, Saint-Domingue et aussi le Brésil. Alors comme ça, monsieur Santore, avant d'arriver dans notre pays, vous avez été aussi au Brésil pour le coup d'État militaire. Vous me surestimez. Je suis arrivé 2 ans avant, en 62. Il faut un peu de temps pour le préparer. Pas l'Amérique latine. Aux États-Unis, vous êtes plus rapide. En quelques secondes, vous assassinez un président. Donc, vous étiez au Brésil en qualité de conseiller, avant, pendant et après le coup d'État. Exact. Sur les bases d'un accord officiel entre mon gouvernement et celui du Brésil. Le gouvernement démocrate de Goulard. Oui. En 64, Goulard est renversé par les militaires, qui suppriment le Parlement, les partis, la liberté de la presse, les syndicats. Vous êtes resté. Les accords conclus avec mon gouvernement n'ont pas changé. Je sais. Johnson a même envoyé ses félicitations quelques heures avant le putsch. Nécessité politique. Et le côté moral a été assuré par le cardinal Spellman qui a envoyé sa bénédiction. Dieu américain est putschiste. Et vous? Moi, je ne fais pas de politique, je suis un technicien. Un technicien de la police. Exact. Et la police a pour tâche de défendre l'ordre. Exact. L'ordre démocratique ou celui de la dictature? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et je comprends qu'il puisse y avoir contradiction. Mais essayez de vous mettre à ma place. Je suis un technicien de la circulation et des communications. Et ces problèmes sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une démocratie ou d'une dictature. Des problèmes techniques, naturellement. Naturellement. L'interrogatoire aussi, à votre point de vue, est un problème technique. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Si ça n'aboutit pas. La torture peut être une technique destinée à résoudre les problèmes posés par l'interrogatoire. Vous n'avez jamais entendu parler au Brésil de torture? De Pau de Arara, de Palmetta, d'Hydraulica, de choc électrique. Vous connaissez ces méthodes? Non, je ne vois pas. De quoi s'agit-il? De technique. Et vous savez que la torture existe au Brésil, monsieur Santore. Le Brésil est un pays immense avec de grands déséquilibres et une vieille tradition de violence. Alors il peut y avoir ici ou là des excès, des cas isolés, c'est probable. Des cas isolés où l'on torture les enfants pour faire parler les parents? Oui, j'ai lu moi aussi des histoires de ce genre dans les journaux communistes. Et les évêques brésiliens qui ont dénoncé les tortures, ce sont aussi des communistes. Qui sait?
Horizonte, à Guanabara, à Pernambouc, on fait des cours sur la torture, avec exercices pratiques sur des sujets vivants. Et vous, conseiller de la police brésilienne, vous n'avez jamais rien su, monsieur Santori? Non. In Brazil, the United States in less than 10 years has helped train locally more than 100,000 policemen. 600 more police officials have been trained in the United States. Quasiment la totalité du corps de police brésilien formé par vous et vos collègues. Là, c'est le New York Times qui le dit, et pas les communistes. Oui, vous faites les amalgames habituels. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce type-là, vous connaissez? Je ne pense pas. Cela? Non, je ne crois pas. Ce sont des Brésiliens? Pour ce qui est de celui-ci, vous ne devriez pas hésiter. En effet. Bon. Vous y êtes maintenant? Oui, parfaitement. Ça fait 2 ou 3 ans. La montre doit être celle que vous portez. En souvenir de ses amis brésiliens. Ce sont eux? Non, c'est un cadeau des fonctionnaires de l'AID. Et cela avait été invité, il a représenté le commandement militaire. Non, la police militaire. Probablement. De toute façon, ce ne sont pas des amis à moi. En tout cas, ils sont dénoncés comme tortionnaires. Ah. Par les évêques? Par leurs victimes. Et aussi par les évêques. Tout ça fait une belle série de coïncidences. Vous y croyez, vous, aux coïncidences? Généralement pas. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Vous fumez? Merci. Vous voulez boire quelque chose? Whisky? Ici, on a que de l'eau. Ça ira quand même. Qu'est-ce qu'ils font? C'est l'alerte générale. Comment va la blessure? Ça vous fait mal? Un peu. Et c'est assez curieux, c'est supportable. Ça a été un accident. Oui. Un peu trop de nervosité et pas assez d'expérience. Peut-être un peu trop jeune. Respirez. Plus fort. Le jeune docteur qui a fait le pansement croit que le poumon n'est pas touché. Il faut faire des radiographies. Pour en être bien sûr. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous comprendrez plus tard. Je ne m'inquiète pas, j'ai de bonnes raisons pour ça. Je me fie à votre intelligence. Je crois que vous aussi, vous connaissez bien votre métier. Eh bien, je n'en suis pas tellement sûr, vu la situation.
Cellule de la salle. C'est pour vous faire dormir. Bon, venez. Attention, couvrez-vous. L'homme nouveau doit être sorti du matérialisme pour le ramener au spirituel. Le pape Léon XII l'a son verre dogmatique. Il a condamné le libéralisme qui a provoqué la révolution industrielle, qui a amené l'ambition pour l'argent. Je ne condamne rien. Je veux que l'on retourne à la civilisation chrétienne, au principe de l'évangile. Retrouver l'amour du prochain. Oublier le matérialisme, l'argent. Nos objectifs sont presque communs, monsieur le consul. Vous n'avez pas répondu à la question sur les extrémistes et les policiers brésiliens qui collaborent avec notre police en créant les escadrons de la mort, par exemple. Non, mais j'ignore les faits dont vous parlez. Mais vous appartenez à l'organisation Tradition, Famille, Propriété. Pas ici, au Brésil. Ici, je ne m'occupe pas de politique. Quand on est fasciste dans son pays, on est fasciste partout, monsieur le consul. Non, ici, je représente seulement les intérêts de mon gouvernement. En fait, il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Parler. Ils vous ont torturé? On a parlé, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent nous tuer, n'est-ce pas? Je ne pense pas. C'est pas leur méthode. Et puis, ils prennent trop de précautions. Vous aussi, ils ont transporté en civière? Oui. Vous voyez bien. Les civières, les murs tapissés de journaux, les masques. Ils ne veulent pas qu'on puisse le reconnaître. Ni cet endroit. Ah, vous avez un avenir, c'est évident. Non, ce n'est pas vrai. Je le sais, ils me l'ont laissé entendre. Ils veulent me liquider. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais rien fait de mal, moi. C'est un crime que d'être un diplomate brésilien. Je m'occupe de ma famille, de mon travail. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Peut-être pas à vous. À qui alors? À votre gouvernement. Reprocher quoi à mon gouvernement? Les tortures, par exemple. Papier, s'il vous plaît. Ceux du malade et de la demoiselle également. Vous êtes le docteur Sanchez? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a un infarctus. Son état est grave. Il peut être sauvé si nous arrivons à temps. Désolé, j'exécute les ordres. À quel hôpital l'emmenez-vous? À Sainte-Marie. Bonsoir. Bonsoir, docteur Francia. Urgence, intoxication.
Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir le communiqué suivant concernant les 2 diplomates étrangers séquestrés dans la matinée d'hier. Ceci est un communiqué du mouvement de libération nationale, Commando Liberarse. Les personnalités étrangères capturées par notre organisation, M. Fernando Campos, consul du Brésil, et M. Philippe Michael Santore, citoyen des États-Unis et fonctionnaire de l'AID, que la police et l'armée continuent et continueront à chercher vainement, sont actuellement détenus à la prison du peuple. L'état de santé de M. le consul du Brésil est satisfaisant. Le fonctionnaire américain a été blessé au cours de l'action par une arme à feu. Le diagnostic de notre service sanitaire est le suivant: blessure par balle avec orifice d'entrée au niveau du bord droit du sternum et orifice de sortie situé dans la région axillaire gauche. Appareil pleuropulmonaire normal. Pas de signe de pneumohémathorax, pas d'atteinte cardiovasculaire, cœur et pouls normaux. D'autres communiqués seront diffusés ultérieurement. En attendant, l'interrogatoire des prisonniers se poursuit. Et après le Brésil, vous êtes allé à Saint-Domingue en 1965. Vous êtes bien informé. En avril 65. Les marines ont envahi l'île. Et vous? Je ne suis pas d'accord sur le terme envahir. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé après, en mai. Toujours pour le compte de l'AID? Oui. Communication, circulation. Exact. Monsieur Santore, en mai 65, la République de Saint-Domingue était en état de guerre civile. D'un côté, les constitutionnalistes. De l'autre, la junte civile et militaire créée, armée, financée par la CIA et soutenue par vos 40 000 marines. Et vous êtes allé là-bas vous occuper de circulation? Exact. Quel genre de circulation, monsieur Santore? Des chars de combat? La présence de l'AID était prévue par les accords internationaux. Notre tâche consistait à réorganiser la police et à rétablir l'ordre. Quel type d'ordre, monsieur Santore? L'ordre civil, qui est le contraire du chaos, des vols et du pillage. Vous voulez parler de l'ordre de la United Fruit Company et du rôle des autres compagnies Yankee en Amérique latine? On finit inévitablement par parler politique. Inévitablement. Vous êtes resté 2 ans là-bas, n'est-ce pas? Oui, de 65 à 67. Au cours de cette période sont morts et disparus des centaines de démocrates, de dirigeants politiques, de dirigeants syndicaux. Une commission internationale de juristes a accusé de ces assassinats la police de Saint-Domingue. Et vous étiez là pour la réorganiser. Il y avait à ce moment-là beaucoup de commissions internationales à Saint-Domingue. Coïncidence. Heureusement, vous n'y croyez pas. Et si, quand elles se répètent, nous y croyons. Nous les analysons comme des faits objectifs. Vous voulez boire quelque chose? Oui, un peu d'eau. Et il y a aussi du lait, si vous voulez. Je tiens à exprimer toute mon indignation de citoyen et de parlementaire. Et je demande que le gouvernement nous dise clairement qui a sollicité les services de ce fonctionnaire étranger. Très bien, bravo. Qui le paie? Qui l'a autorisé à exercer des fonctions au sein de notre police? Et en quoi consistent exactement ces fonctions? Ainsi, vous vous indignez, monsieur Martinez. Il faut croire que les méthodes de cette innommable organisation armée servent à quelque chose. C'est évident, cette violence qui indigne ici tout le monde est plus utile que le système démocratique que vous déclarez défendre. Cette violence a permis de vous poser, aujourd'hui seulement, le problème de l'indépendance de notre pays. Je ne pense pas que ce soit un homme comme vous de me donner des leçons d'indépendance, ni de sens civique. Sûrement pas. Et puisque vous avez saisi le problème de l'indépendance de notre pays, alors menez une enquête sur cette nuée d'Américains généreux et désintéressés, spécialistes, techniciens, conférenciers, conseillers, qui arrivent chaque jour sous des signes divers. International Monetary Fund, U.S. Information Service, Inter-American Development Bank, American Health Organization, American Institute for Free Labor Development, United Nations Development Programme, Agricultural Commodity Development Assistance, Peace Corps. Cette nuée qui peuple notre pays. Cette nuée qui peuple notre pays et l'Amérique latine tout entière. Avec votre accord. Qui fait marcher les usines? Les ouvriers. Demandez à vos ouvriers s'ils préfèrent le chômage.
suis pas le lieu ici, pour développer votre propagande bolchevique. Pourquoi les Américains donneraient-ils leur argent pour rien? Monsieur Fabry, vous devriez plutôt nous parler de vos amis les Russes. Je ne vous demande pas de comprendre les idéologies, mais la géographie. L'Union soviétique est loin. Les Yankees, on en trouve partout. Et même à la préfecture. À la préfecture. À la préfecture. Ils font leur apparition en 62. Personne ne savait ni qui ils étaient, ni ce qu'ils faisaient. Mais ils avaient déjà un bureau à la préfecture au 4e étage, sans plaque sur la porte. Et ils avaient des contacts avec des officiers supérieurs. En 66, leur présence devient officielle. C'est alors qu'officiellement arrive leur chef, Robert Bain, lieutenant-colonel des forces spéciales. Notre préfecture met aussitôt à sa disposition un certain agent, Bardès, qui doit être bien plus qu'un chauffeur ou un garde du corps, bien plus même qu'un simple policier, puisqu'il fréquente avec une parfaite aisance un endroit où d'ordinaire les simples policiers ne sont pas admis, je veux dire l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Comment faites-vous? Par quelle pilière avez-vous connaissance de tout cela? Eh bien, nous sommes moins distraits que vous. Ou plutôt, nous n'avons aucun intérêt, contrairement à la plupart d'entre vous, à être distraits. Donc, en 66, ce Robert Bain arrive, et lui aussi est un expert de l'Agence pour le développement international. En quoi peut être expert un lieutenant-colonel des forces spéciales? Et quel genre de développement peut-il amener? Si ce lieutenant-colonel est venu faire ici ce que je sais, et que vous savez également, s'il est venu faire ça, alors là, je ne pense pas qu'il ait fait du bon travail. Nous existons encore. Nous sommes mieux qu'avant. J'en suis désolé pour vous. Et il continue d'exister aussi et de se développer, ceux dont on ne peut prononcer le nom, mais qui représentent néanmoins dont nous n'approuvons pas les méthodes, mais qui représentent néanmoins une force révolutionnaire. Une force révolutionnaire. Une riposte à l'oppression, à la corruption, aux prières. Silence, je réclame silence. Le lieutenant-colonel Ben n'a pas fait du bon travail, c'est pourquoi on l'a remplacé par M. Philippe Michael Santore, celui dont parlait précisément M. Martinez. M. Santore était chef de police dans son pays. Puis il a voyagé beaucoup en Amérique latine, avant d'arriver dans notre pays. C'était en 69, vous êtes arrivé dans notre pays. Oui, en juillet. Vous avez un bureau à la préfecture. Oui, le bureau de l'assistance technique de l'AID. Et un autre bureau à l'ambassade. Exact. Exact. En fait, je ne travaille que là. Je passe à la préfecture tous les 15 jours. Comme vous voyez, je ne me suis jamais exagérément émissé dans les affaires de votre police. Vous vous contentiez de la diriger. Vous me prenez pour plus important que je ne suis. Vous l'êtes. Vous l'êtes et vous étiez beaucoup plus souvent à la préfecture. Une place vous est réservée dans la cour à côté des chefs de la police. Vous y arriviez tous les jours entre 8h45 et 9h. Et votre bureau est au même étage que les leurs. Capitaine Pess et Romero, vous les connaissez? Ah, c'est bien, oui. Ils maintiennent le contact avec le bureau de l'assistance technique. Puis quand les connaissez-vous? Depuis mon arrivée ici, un an environ. Non. Vous les avez connus en 67. À Washington, à l'Académie internationale de la police. Les progrès de la technique ont permis à l'homme d'atteindre la Lune. Mais en dépit de ces progrès, les autorités n'ont pas réussi dans le domaine de la prévention et de l'investigation criminelle à demeurer à la hauteur des activités antisociales qui menacent le monde libre. De nombreuses actions scélérates sont le fait d'éléments irresponsables qui essayent de se faire passer pour des révolutionnaires. Leurs activités subversives et leurs objectifs insurrectionnels sont habilement teintés des principes du nationalisme.
Du fait de cet effroyable manque de respect à l'égard de l'humanité, les nations responsables du monde ont pris conscience de la nécessité de mettre fin au terrorisme, afin que règne à nouveau l'ordre et la loi. Les fonctionnaires de la police, puisqu'ils font partie de la première ligne de défense de la société, se doivent de mieux connaître les problèmes afin de pouvoir les résoudre ou les combattre. C'est surtout dans ce but qu'a été constituée notre Académie, pour que les meilleurs représentants de toutes les polices du monde libre puissent se réunir, échanger leurs idées, leurs expériences, et parvenir ainsi à une vue plus profonde, plus globale, des graves problèmes auxquels la société se trouve aujourd'hui confrontée. Oui, peut-être que Lopez et Romero sont allés à l'Académie. C'est possible. Il y en a beaucoup qui rentrent à l'Académie. Une trentaine de votre pays. 67 en 4 ans. Vous dites ne pas avoir connu Lopez et Romero à Washington. Mais pourtant, ils étaient vos élèves dans votre classe. Ton point de vue, tes expériences. N'essaie pas d'être trop intelligent. Fais exactement comme si tu parlais à des amis ou à ta femme. Mais je suis pas marié. C'est déjà renseignement, ça. Sincérité et pas d'inhibition. Entre nous, nous ne devons avoir aucun secret. Il faut tout se dire, même ce qu'on pense de nos gouvernements. D'autant plus que les gouvernements passent, la police reste. Bien. Voici les thèmes traités. Ceux que tu connais bien. Situation politique, situation économique, parti communiste, syndicat, mouvement étudiant, guérilla. Guérilla urbaine chez toi. Mon pays, c'est un tout petit pays avec de grands problèmes. Voilà le réseau de communication dont vous êtes spécialiste. C'est plutôt un réseau de renseignement. Les spécialistes du renseignement, c'est vous. C'est très difficile, même pour un policier, d'entrer à l'académie. Il n'est pas impossible qu'un policier puisse devenir un révolutionnaire et vice-versa. Pas un vrai policier. Vous appartenez à une espèce particulière? En quelque sorte, oui. De même que mes collègues soviétiques ou chinois, en ce qui les concerne. Eux, nous ne les connaissons pas. Vous travaillez dans notre pays. Quoi qu'il en soit, nous avons la vocation de l'ordre. Ce qui fait que nous n'aimons pas beaucoup les changements. Nous sommes des conservateurs. Ici, beaucoup de gens deviennent flics parce qu'ils ont faim, pas par vocation. Oui, mais ils deviennent des policiers. Alors que d'autres, parce qu'ils ont faim, deviennent des voleurs. Vous croyez que la faim donne la possibilité de choisir? Je crois qu'un homme, un vrai, choisit toujours. Pas vous? Non. Nous ne croyons pas aux vrais hommes. Nous croyons aux hommes, Monsieur Santoré. À leur droit à l'égalité. À leur nécessité, leur possibilité de s'organiser en une société plus juste, plus heureuse. Mais moi aussi, je crois à toutes ces choses. Non, vous n'y croyez pas. Vous acceptez l'inégalité, vous défendez les privilèges. Au fond, c'est dans la propriété que vous croyez. Votre ordre moral, c'est l'exploitation d'une majorité par une minorité. L'exploitation, le grand mot. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne, moi, sur le plan personnel? Une illusion d'être vous aussi un patron et non pas ce que vous êtes. C'est-à-dire un larbin. Communiqué numéro 2. Mouvement de libération nationale, commando Libérarse. Premièrement, l'état de santé de Fernando Campos continue d'être satisfaisant et M. Philippe Michael Santore guérit rapidement des suites de sa blessure. Deuxièmement, les interrogatoires se poursuivent afin de confirmer la culpabilité des 2 prisonniers. Troisièmement, le mouvement de libération nationale se déclare disposé à libérer le consul du Brésil et le fonctionnaire des États-Unis en échange de la libération de tous les détenus inculpés ou condamnés pour délits politiques ou liés à des délits politiques retenus dans les prisons de la capitale et de l'intérieur du pays. Quatrièmement, les pays auxquels doivent être remis les prisonniers peuvent être le Mexique, le Pérou ou l'Algérie.
Le texte du communiqué porté à la connaissance du public et qui concerne les séquestrations survenues constitue, de la part des auteurs de ces délits, une nouvelle atteinte à l'ordre établi, aggravée en l'espèce d'une tentative d'extorsion à l'égard du pouvoir légitime. Deuxièmement, les auteurs de ce texte prétendent, ni plus ni moins, exiger du pouvoir exécutif qu'il soustrait des accusés et des condamnés aux procédures judiciaires légales. Autrement dit, ils voudraient que la Constitution soit violée par le pouvoir même qui a la charge et le devoir de la faire respecter. Monsieur le ministre, que pensez-vous du communiqué du ministre de l'Intérieur? Que c'est un communiqué du ministre de l'Intérieur. Votre ministère n'a pas la même position? Mon ministère n'a encore pris aucune position. En l'absence de tout autre point de référence, le communiqué du ministère de l'Intérieur représente la position du gouvernement. On ne pourra parler de la position du gouvernement qu'une fois que toutes les consultations auront eu lieu entre les divers ministères. Il me semble que c'est la façon normale de procéder dans une démocratie. Ce n'est pas à votre avis, monsieur Ducasse? Oui, dans une démocratie. Laissez passer, pardon. Bonjour, le recteur vous attend. Vous aussi, monsieur. Ils veulent perquisitionner l'université. Le recteur a refusé, mais ils le feront tout de même. Vous êtes venu pour ça? Non. Le gouvernement a des problèmes constitutionnels. Sans blague. Ils ont mis 3 mouvements politiques hors la loi. Ils ont contraint 9 journaux à fermer leurs portes. Ils ont arrêté des milliers de citoyens coupables d'avoir fait la grève. Ils ont réquisitionné des employés, des ouvriers, pour les obliger à reprendre leur travail. Et après tout ça, voilà que vous êtes ici pour me parler de la Constitution. Si j'ai bien compris, selon la Constitution, ni le président, ni le gouvernement n'ont le droit de libérer des détenus. C'est ça. Mais les États-Unis, le Brésil, l'Église, l'opinion publique nationale et internationale obligent objectivement le président et le gouvernement à accepter l'échange et libérer tous les prisonniers politiques. Et alors, que peut faire le président? L'unique possibilité est de présenter un décret d'amnistie au Parlement, qui constitutionnellement est seul habilité à annuler une condamnation. Très bien. Mais pour des motifs et des intérêts différents à droite et à gauche. Tout le monde veut en finir avec ce président. À mon avis, la majorité du Parlement en profitera et votera contre le décret d'amnistie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'échange ne pourra plus avoir lieu. Mais nous avons dit que le président est obligé de... Alors il doit démissionner. Ah, voilà, tu vois. De toute cette affaire, c'est la chose la plus importante. Et tu crois, toi, que ça soit possible? Toutes les contradictions favorables sont réunies. Et celui qui le remplacera acceptera forcément l'échange. Mais pourquoi s'obstinent-ils tellement, ces jeunes gens? Ces jeunes gens défendent l'autonomie universitaire.
Restez assis. Alfredo. Où sont-ils? Sébastien, va voir. Où ils sont? Là, ils ont investi le quartier. Là, ils sont tout près. Préparez le consul. Vous avez une belle voiture. Oui, elle n'est plus très jeune, mais elle marche encore très bien. Mais vous avez dû en voir d'autres 6 jours derniers. Voilà aussi joli. Pourtant, on en a visité des garages. Vous avez dû en fouiller beaucoup, non? Oh oui, des garages, des maisons. Sergent, venez voir par ici. On dirait que c'est vide derrière. Écoutez, ça sonne creux. Mais avec ces étagères devant, ça a l'air muré. Bon, bah si c'est muré, c'est muré. Mais c'est pas un peu monotone de fouiller comme ça? Au début, ça serait plutôt rigolo, mais à force, hein, grimper, descendre des étages dans des tas de maisons pendant 4 jours, il va en avoir assez. Et c'est encore pire d'être fouillé. Bon, on l'a tout vu, je crois. On s'en va. Attendez. On reste. Ferme. Ils étaient au-dessus de nous, n'est-ce pas? Ils étaient tout près. Quelle bande d'incapables. Manque de renseignements. Exact. Pourtant, ils auraient les moyens de les obtenir. Une technique appropriée, un matériel approprié. Ça va pas, non? L'usage répété d'instruments de torture est prouvé, Monsieur le Président, par la commission d'enquête. Cette commission, je le rappelle, est composée de représentants de tous les partis politiques qui siègent au Parlement. Ces conclusions, votées à l'unanimité, sont les suivantes. Premièrement, il a été prouvé que dans notre pays, la torture est devenue un système fréquent, habituel. Deuxièmement, on a eu recours à ces tortures contre des personnes qui, du fait de leur innocence, n'ont même pas été soumises à un jugement légal, et contre des personnes qui, soumises à un jugement légal, ont été reconnues innocentes. Troisièmement, les victimes privilégiées de ces méthodes sont les étudiants et les dirigeants syndicaux. Quatrièmement, les explications des autorités responsables qui nient l'existence de ces faits ou déclarent ne pas en avoir connaissance sont inacceptables. Car si on les accepte, ce serait admettre qu'il existe au sein de notre police des organisations parallèles, autonomes et incontrôlables. Voilà, Monsieur le Président. Messieurs, tout cela est arrivé dans notre pays. Tout cela arrive tous les jours dans notre pays. Tout cela doit cesser dans notre pays. Messieurs du gouvernement, je ne sais pas si vous étiez ou non au courant de tout ça, mais dans les deux cas, vous n'avez plus le droit de gouverner notre pays. Exactement, c'est leur intention. Les tortures se sont quand même poursuivies. Vous le savez, monsieur Santoré, puisque vous êtes chez nous pour conseiller la police.
Vous continuez à m'impliquer dans des affaires qui ne me regardent pas. Et que j'ignore absolument. Il n'empêche que vos élèves de l'académie sont dénoncés comme tortionnaires. Ça ne prouve rien. Oui. Simple coïncidence. Une de plus. Combien en avez-vous envoyé à l'académie depuis votre arrivée? Dernièrement 8, je crois. Mais ce n'est pas moi qui les envoie, c'est votre gouvernement. 37 exactement. Sélectionnés et recommandés par vous, monsieur Santoré. Voici le programme de l'académie. En 5 semaines de cours, on parle à peine de communication et de circulation. Mais inutile désormais de parler communication et circulation. N'est-ce pas, monsieur Santoré? C'est bon, n'en parlons plus. En revanche, il est beaucoup question dans ce programme de guerre révolutionnaire. D'Algérie, de Cuba, du Vietnam. Il est beaucoup question aussi de grève, de manifestations, de syndicalisme, d'explosifs. Vous voulez voir? Je le connais. Quant aux explosifs, après le stage à l'Académie de Washington, il y a un cours de spécialisation au Texas, dans un village abandonné, près de la frontière mexicaine. 8 policiers y sont allés se spécialiser en explosifs. Commissaire adjoint Fontana. Capitaine Pignatores. Commissaire adjoint Suarez. Commissaire Garcia. Commissaire adjoint Panisolo. Commissaire Torresi. Capitaine Bordes. Attentat de provocation, la foule réagit, la police intervient. Commissaire Benitez. Attentat de provocation et d'intimidation. Voilà à peu près le programme de cette spécialisation. Oui, je le connais. Pourquoi cette prédilection pour les explosifs, monsieur Santoré? Ce sont les armes des terroristes. Il faut bien apprendre à les connaître. Vous n'apprenez pas comment on se défend contre les bombes, mais comment on s'en sert. C'est visiblement vous qui avez besoin de terroristes. Pourquoi? Que voulez-vous en faire? Bonjour, monsieur le recteur. C'est grave? Vous connaissez Enrique Macchi? Vous le connaissez. Vous vous rencontriez chaque semaine dans une de ces boîtes de nuit. Vous le connaissez parfaitement et nous aussi. Ancien étudiant en sciences économiques, n'a jamais passé sa licence, mais il avait réussi à organiser le premier groupe fasciste à l'université. Il ouvre 3 boîtes de nuit. Et il a une liaison avec une certaine Johanna, une jeune fille qui a une Volkswagen rouge et qui est la secrétaire de l'attaché culturel de l'ambassade américaine. Vous en savez sur ce monsieur beaucoup plus que moi. C'est pas possible. À l'ambassade, vous avez le fichier le plus complet du pays. C'est encore de la mythologie. Mais vous savez qu'il est fasciste. Nous n'avons jamais parlé politique. Tiens. Et de quoi parliez-vous donc chaque semaine? De femmes? Pourquoi pas? C'est pour ça que vous le payez. C'est pas très gentil pour un homme qui commence à vieillir comme moi. En tout cas, je ne l'ai jamais payé. Enrique Macchi et son organisation fasciste coûtent très cher. Ses membres, à part quelques imbéciles qui y croient, sont tous des frappes détruisant des professionnels de la violence. Il faut payer très cher pour s'assurer leur service. Peut-être. Mais je ne les ai jamais payés. C'est pourtant M. Macchi qui s'occupe de l'achat et de la vente des voitures des fonctionnaires de l'ambassade et des autres missions américaines. Vous ne pouvez tout de même pas bâtir un roman policier sur l'achat et la vente de voitures étrangères. C'est un moyen comme un autre de financer un provocateur. Pourquoi, M. Santoré? À quoi vous servent ces gens-là?
Écoutez, qu'un policier fréquente une boîte de nuit, ça ne prouve rien. Et que je l'ai fréquenté comme ça, moi aussi, en passant, ça ne prouve rien non plus. Naturellement. Pas plus que de fréquenter un atelier de photographe. Vous connaissez l'agent Bardès? Vous le connaissez très bien. Et nous le connaissons aussi. L'ex-agent Bardès, expulsé de la police pour vol. Tous les journaux en ont parlé. Bardès, devenu photographe, peut continuer à faire ce qu'il faisait avant. Toujours avec l'appui de la police, mais sans plus la compromettre. C'est le principe de l'escadron de la mort, monsieur Santoré. L'élimination physique des adversaires sans problème de constitution, de loi, de tribunaux. Le capitaine Lopez pour la police, assisté de Fontana. Le capitaine Ricci, marine. Le colonel González, armée. Le commandant Pignatores, aviation. Et Bardès, l'homme de confiance de votre prédécesseur, le colonel Robert Ben. À quoi sert, monsieur Santoré, cet état-major clandestin? Cette organisation de tueurs en dehors du service? Que voulez-vous en faire? Que vont-ils faire à l'avenir? Votre fils est là? Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Mais il n'a rien fait. Il ne s'occupe plus de politique. Ça ne fait qu'une semaine qu'on l'a libéré de prison. Justement, nous ne sommes pas d'accord. Non, je le connais pas. Tu ne le connais pas? Non. Mais tu te reconnais? Non. Tu ne le connais pas, hein? Non. 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 Cela, on sait que c'était tout Pamaros. Vas-y. C'est vous les Martinera? Qu'est-ce que vous voulez en Sortez tous, c'est une simple vérification. Que tout le monde sorte, s'il vous plaît. Attention, je répète. Quiconque se trouve à l'intérieur du sessionnal numéro 20 est invité à sortir immédiatement. Vous n'êtes pas un fonctionnaire quelconque, monsieur Santoré. Vous n'êtes ni un petit employé, ni un simple spécialiste. Vous êtes un dirigeant. Vous avez dirigé la police de Belo Horizonte au Brésil.
la police de Saint-Domingue est la nôtre. Vous faites cela directement, et aussi par le canal des hommes que vous envoyez à Washington, où ils apprennent entre autres à trahir leur pays. Vous déclarez défendre la liberté et la démocratie. Vos méthodes sont la guerre, le fascisme, la torture. Vous êtes bien d'accord, monsieur Santore? Vous êtes des subversifs, des communistes. Vous voulez détruire les fondements de la société, les valeurs fondamentales de notre civilisation chrétienne, l'existence même du monde libre. Vous êtes un ennemi qu'il faut combattre par tous les moyens. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Oui, je le crois aussi. Mais dites-moi, je voudrais savoir, pour quel type de civilisation croyez-vous combattre? Vraiment? C'est une faiblesse, monsieur Santore. Disons une civilisation où l'existence de gens comme vous n'aurait pas de sens. Communiqué numéro 3. Monsieur Fernando Campos, consul du Brésil, est et s'est révélé être le digne représentant de la dictature carnassière du Brésil. Monsieur Philippe Michael Santore, citoyen des États-Unis et fonctionnaire de l'AID, est et s'est révélé être, au cours des interrogatoires, responsable dans notre pays, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, d'une organisation qui, parallèlement à la police nationale et sous la couverture de celle-ci, se livre à des activités d'espionnage et de répression, faisant appel à des méthodes qui prévoient l'assassinat politique et la torture. Au cas où le gouvernement déciderait de décliner notre proposition de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, tant détenus que prévenus, justice sera faite. C'est cette maison-là. Vous êtes sûr? Oui, oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il faudra recommencer à partir de la phrase « Je voudrais que mon peuple comprenne ». Bon, très bien, très bien. Très bien. Nous en reparlerons. Je voudrais que mon peuple comprenne la responsabilité qui pèse sur mes épaules. J'espère ardemment que cette situation angoissante n'aura pas d'issue tragique. Mais l'affaire, en dépit de ses implications sur le plan international, puisque les victimes ne sont pas des ressortissants de notre pays, est strictement du ressort de la police. En tant que président de la République, j'ai le suprême devoir de défendre le droit, de défendre les institutions, de défendre la justice légitime, qui est la seule à pouvoir juger et condamner. What should I do, sir? Wait for you in the car? Come back for lunch. Good morning, Elspeth. Mr. Snow, s'il vous plaît. Yes? Police. What? Police. Mr. Marcus, please. Oui, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Snow ne connaît pas notre langue. De quoi s'agit-il? Nous sommes de la police. Nous avons l'ordre de nous occuper de Monsieur Snow. Il faudrait qu'il nous accompagne au commissariat. Simple formalité. OK. Il vaut peut-être mieux que j'appelle sa secrétaire. Elle pourrait servir d'interprète. Il vaut peut-être mieux que vous n'appeliez personne. Vous obéissez. Les clés. Et il serait préférable que vous vous teniez tranquille pendant 10 minutes si vous ne voulez pas d'ennui. Tout ça ne prête même plus à rien. C'est seulement affligeant. Le gouvernement ne gouverne plus. Au problème d'une société en crise, il répond par la violence. Mais l'autre violence, celle qu'il a lui-même déchaînée, est bien plus intelligente. Ce matin, quand le ministre de l'Agriculture l'a informé d'un nouvel enlèvement,
Le président de la République a convoqué de toute urgence ses ministres, des députés, des gros propriétaires. Le ministre de l'économie, député, banquier, et président de 4 sociétés, dont 2 américaines. Le ministre des Affaires étrangères, député, banquier, contrôle 70 sociétés, représente le groupe Rockefeller chez nous. Ces sociétés possèdent 200 000 hectares. Ambassadeur au Vatican, chef d'un groupe qui contrôle 85 sociétés, dont 19 étrangères. Ministre, propriétaire de 2 journaux, ancien ministre, député, 2 banques, 6 sociétés, dont 2 américaines. Le clan Herbert, banquier, contrôle 300 000 hectares, 7 sociétés, dont 3 américaines. Un député, un ministre, un ancien ministre. D'autres banquiers, d'autres industriels qui ont été ministres. Des ministres qui sont banquiers ou industriels. Des banquiers industriels qui tôt ou tard seront ministres. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, le seul qui ne soit ni banquier, ni simplement riche, et dont le rôle est de défendre les riches et les banquiers. Pour réunir tous ces messieurs, il s'agit évidemment de prendre une décision importante, très importante, et au point où en sont les choses, la seule et unique possible, la démission du président et l'échange négocié par le nouveau président. Celle-ci pour la couverture. Formidable, monsieur le président. Où l'avez-vous trouvé? La légende. Il était boxeur aussi? C'était un boxeur médiocre, catégorie poids moyen. Il est devenu un médiocre journaliste, puis un médiocre parlementaire. Qui aurait jamais pu imaginer qu'il aurait été un président médiocre? Tout le monde. C'est en effet une formule de pure rhétorique. La biographie est prête? Elle est ici. Il n'y a plus qu'à attendre le communiqué officiel de la démission. Oui. Qui est-ce? Inspecteur Raballo, vous habitez toujours le 106 avenue du 8 octobre avec la famille de votre frère? Nous sommes vos prisonniers. Comportez-vous correctement. Lopez, il paraît qu'on n'a toujours pas réussi à vous enlever cette balle de la nuque. Je me note. Et maintenant, nous allons attendre Hugo.
Comment ils ont fait pour trouver? C'est un très bon coup pour vous, ça, Lopez. Qui êtes-vous? Nous, nous attendons les autres pour la réunion. Celui-là, c'est un vieux de la vieille, capitaine. Ah, je crois bien. Venez avec nous. Nous allons bavarder un peu. En attendant les autres. Sûrement la police. Des marcharières. Si on nous dit rien, comment écrire un article? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Écrire un article ou essayer de comprendre? Mesdames et messieurs, je suis à côté du commandant de la police et du capitaine Lopez qui a obtenu l'arrestation des séditieux. Et je vais leur poser quelques questions pour vous. Cette capture aura-t-elle des incidences sur le sort des 3 personnes qui sont séquestrées? Eh bien, je l'espère. Et de quelle façon? Il est encore un peu tôt pour le savoir. Évidemment, je ne crois pas qu'ils auront l'amabilité de nous faire connaître l'endroit ou les endroits où ils les cachent. De toute manière, nous le leur demanderons. Mais je voulais vous dire, pensez-vous qu'ils sont censés connaître ces endroits? Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit du groupe qui dirige l'organisation. Pourrez-vous nous dire comment vous vous y êtes pris pour réussir à un coup de filet pareil? Comment avons-nous réussi, capitaine? Avec de la patience. Et aussi avec un peu de chance, peut-être? Non. La chance n'a rien à voir là-dedans. Et pour obtenir des renseignements sur le ou les lieux où sont gardés les séquestrés, comment comptez-vous procéder, mon capitaine? Certains, sinon tous les terroristes, connaissent les lieux où sont gardés les prisonniers. Nous comptons donc... Préparez-vous, on part d'ici. Plus grande fermeté. Ça suffit avec ça. Dépêchons-nous.
Préparez-vous, on s'en va, Monsieur Snow. What? We go. Okay, very well. Ils sont là? Oui, ils sont là. C'est vous, Santoré? Oui. Préparez-vous, on est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe? Vous aussi, préparez-vous. Communiqué numéro 4. Premièrement, en cas de délation, d'aveu extorqué, de torture ou de mort de nos compagnons retenus prisonniers, de sévères mesures de représailles seront prises. Les responsables des forces de répression et de l'oligarchie répondront personnellement de l'intégrité physique de nos compagnons. Deuxièmement, le délai imparti a expiré sans que le gouvernement ait répondu à notre proposition d'échange. Le mouvement de libération nationale a, en conséquence, décidé d'exécuter M. Philippe Michael Santore. Troisièmement, l'exécution aura lieu 24 heures après la diffusion de ce communiqué et si aucune suite n'est donnée par le gouvernement à notre proposition d'échange. Vous déclarez défendre la liberté et la démocratie. Vos méthodes sont la guerre, le fascisme, la torture. Vous êtes bien d'accord, Monsieur Santore? Vous êtes des subversifs, des communistes. Vous voulez détruire les fondements de la société, les valeurs fondamentales de notre civilisation chrétienne, l'existence même du monde libre. Vous êtes un ennemi qu'il faut combattre par tous les moyens. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Oui, je le crois. Vous avez peut-être eu un peu froid cette nuit. Un peu. Et cette blessure? Ça va mieux. De toute façon, on part dans 2 heures environ. On change encore? Oui. Et votre collègue, celui qui s'occupait de moi? Maintenant, c'est moi qui suis désigné pour m'occuper de vous. Si vous voulez, vous pouvez écrire à votre famille. Je veux bien. Vous avez des nouvelles? Ils vont bien. Attendez. Victor, une petite table, s'il te plaît. Merci. Je dois vous annoncer qu'il est possible que vous soyez exécuté demain. Nous n'avions nullement l'intention de le faire et nous préférions ne pas avoir à le faire. Non pas parce que vous ne méritez pas la mort, mais parce que nous aimerions mieux une autre solution. Vous vouliez vous servir de moi pour un échange? Oui, et nous le voulons toujours. Attendez, ne partez pas. Si on parlait un peu, je pourrais vous être utile. Comment ça? Non, pas de la façon dont vous pensez. Mais je connais la façon de penser des autres, les réactions qu'ils peuvent avoir. C'est très important dans une transaction. Si vous estimez pouvoir exercer quelque influence, vous pouvez écrire. Vous pouvez aussi écrire à votre ambassadeur si vous croyez devoir le faire. Oui, je vais le faire aussi, mais avant, il faut que vous m'expliquiez où vous en êtes et ce qui est arrivé. Parce qu'il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Asseyez-vous, je vous en prie. Jusqu'à hier, la situation était plus ou moins équilibrée. Hier, nous avons capturé un autre fonctionnaire de l'AID. Qui? Un agronome. La situation a tourné à notre avantage. Le gouvernement était désormais obligé d'accepter l'échange ou de se démettre. En fait, il était sur le point de se démettre. Et plus ou moins au même moment, la police a arrêté certains de nos camarades. Combien? Quelques-uns. Important? Tous nos camarades sont importants. La police affirme qu'ils sont les plus importants. Et c'est vrai? Dans un certain sens, oui. Le gouvernement ne démissionnera pas. Non, il ne démissionne plus. Il a interrompu les pourparlers secrets qu'il engage avec nous. Le ministre de l'Intérieur a diffusé un communiqué de victoire. Et vous, vous avez fixé un ultimatum? Oui. Il n'y a que moi que ça concerne? Oui, c'est vous le plus responsable. Il nous reste encore 24 heures. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Non, je ne crois pas.
pensez que votre gouvernement n'interviendra pas? Étant donné la situation, non. Je vous considère plus utile mort que vivant. Oui. Oui, je crois que oui. Parce que vous êtes en crise et qu'ils en profitent. Ils chercheront à vous donner le coup de grâce. Et ils n'ont rien d'autre à faire que de mettre à profit ce que vous allez faire vous. Ils ne savent pas ce que nous ferons vraiment. Je ne sais pas ce que vous ferez en définitive, mais je sais ce qu'ils feront eux. Parce qu'ils feront exactement ce que je ferais moi si j'étais à leur place. C'est-à-dire rien. Ils ont fait venir 100 agents du FBI des États-Unis. C'est sûrement pour protéger l'ambassade et les ressortissants américains. Votre police n'inspire plus confiance. Quant à vous, vous n'avez pas le choix. Si vous me tuez, ce sera un geste de cruauté et d'impuissance. Si vous ne me tuez pas, ce sera une preuve de faiblesse. Donc d'impuissance. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. Si vous voulez écrire. Oui, je vais écrire. Pas ambassadeur. J'écris à ma femme. Quelle est la décision de votre gouvernement? Est-ce que c'est vous qui avez reçu le message du pape? Depuis 24 heures, c'est le blackout total. L'ambassadeur, quel est le motif de votre entrevue avec le ministre des Affaires étrangères? L'ambassadeur, pouvez-vous nous dire en quel sens vous faites intervenir au ministre des Affaires étrangères? Vous croyez qu'il y a quelque espoir en ce qui concerne Philippe Maréchal, Santore? Une déclaration, monsieur le ministre. Monsieur, je vous en prie. Vous savez que le gouvernement est actuellement en train de délibérer. Je suis absenté pour avoir une entrevue avec monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Président! Voilà, présent m'informer. Un peu de patience, messieurs. Après, à l'issue de la réunion, il y aura probablement une conférence de presse ou un communiqué. Depuis 24 heures, c'est le blackout total. Excusez-moi, son ministre. Est-ce que vous voulez vraiment le sauver? Il s'agit d'une affaire sérieuse, je vous en prie. Messieurs, comme vous le voyez, je tiens mes promesses. Mais si vous le voulez bien, essayons de ne pas être inutilement longs. Je tiens à vous dire tout de suite que le gouvernement n'a pas modifié sa position. Voulez-vous dire que le communiqué du ministre de l'Intérieur de l'autre jour est toujours valable? Exactement. Le communiqué du ministre de l'Intérieur reflétait et reflète toujours le point de vue de l'exécutif. Comme dans toute démocratie qui se respecte.
C'est bien cela. Et votre point de vue personnel, monsieur le ministre? Je pense que le gouvernement a adopté l'unique position possible qu'il pouvait prendre pour défendre le principe de sa souveraineté, comme celle des autres pays intéressés. Avez-vous parlé avec l'ambassadeur de l'ultimatum des séditieux? Et vous, à votre avis? Je crois que oui. Et quelle a été la réaction de l'ambassadeur? Dans ce cas, vous auriez dû mieux formuler votre question. En tout état de cause, l'attitude de l'ambassadeur des États-Unis, comme celle de l'ambassadeur du Brésil, a été une attitude de compréhension et de respect à l'égard de notre souveraineté. Et je rappelle que la décision du pouvoir exécutif est la seule possible. Monsieur le ministre, l'ultimatum expire dans environ 12 heures. D'après les termes de cet ultimatum, Philippe Michael Santore sera exécuté. Quelle est la question? Rien. Il n'y a pas de question. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème d'ordre politique. C'est oui ou non? Ah, je sais pas trop. Le bonhomme, je m'en fous. Mais je sais pas trop vraiment ce qui vaut mieux pour nous autres. Il n'y a pas que nous en Amérique latine. Tu comprends? Si on l'exécute, toute la presse, toutes les télévisions, toutes les radios parleront de ces sept gosses. Si on l'exécute pas, les gouvernements deviendront plus forts et les mouvements révolutionnaires plus faibles. Parce que nous avons mis en marche un mécanisme révolutionnaire sans être capable ni de le faire respecter, ni de le respecter nous-mêmes jusqu'au bout. Il aurait fallu y penser avant. C'est parce que nous y avons pensé que nous vous consultons tous, camarades. C'est oui ou non? C'est oui. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème politique. C'est oui ou non? Oui. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème politique. C'est oui ou non? J'avais pensé qu'on... La situation est nettement expliquée dans le rapport. Oui ou non? Oui. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème politique. C'est oui ou non? Non. J'ai reçu le rapport. Tu es donc au courant de la situation. Il ne s'agit pas d'un problème d'ordre sentimental. Il n'en a jamais eu, lui. Il s'agit d'un problème d'ordre politique. C'est oui ou non? C'est oui. Qu'est-ce qui se passe avec les deux autres prisonniers? Ils n'ont pas une responsabilité directe, surtout l'agronome. Il est vraiment agronome et un brave type. Nous les libérerons tous les deux dans quelque temps.
Il y a une majorité de oui. Chez nous aussi. Chez nous aussi. Unanimité de oui. Et chez vous? Majorité. Bon, dépêchons-nous, on n'a pas beaucoup de temps devant nous.